Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui sont en train de se connecter. Vous êtes bien sur le webinaire de ConnectWeb et nous allons attendre que vous nous rejoigniez. C'est un webinaire qui va traiter d'un logiciel métier dans l'industrie et nous allons parler expérience utilisateur. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. J'attends un petit peu que l'on ait suffisamment de monde pour pouvoir commencer. Et je vous présenterai nos invités sur le thème du contrôle non destructif, donc un logiciel dans le secteur industriel qui a été conçu avec les usagers, donc l'étude de l'expérience utilisateur en milieu industriel. Donc il est 11h02. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes une dizaine. Et je vais attendre encore une minute avant de commencer. Je suis Sophie Tron, présidente de ConnectWeb. ConnectWeb que je vais vous présenter en introduction. Et je suis accompagnée de Stéphane et Camille, que je vais également vous présenter. Donc, vous êtes bien sur la chaîne ConnectWeb. Et nous allons traiter de la transformation digitale d'un secteur industriel dans le domaine du contrôle non destructif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vous partager mon écran. Voilà, donc normalement, vous devez tous le voir. Est-ce que Camille, tu vois mon écran déjà? Oui, Sophie, je vois très bien ton écran. Stéphane, est-ce que je t'entends bien, Oui, c'est Stéphane? parfait. C'est parfait. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous allons commencer. Ce webinaire va traiter de l'expérience utilisateur dans le secteur industriel sur une transformation digitale, notamment dans le milieu du contrôle non destructif. Donc, on va vous expliquer. Avec moi, Stéphane Gravelot, donc de la société SREM Technologies, qui est leader européen Bonjour. des contrôles non destructifs, et Camille Autreux, qui est cofondateur de l'agence 4060, un studio design qui a accompagné donc, cette étude avec SREM. Et je vais procéder d'abord par une petite présentation de ConnectWeb. Alors, ConnectWeb, c'est une association de professionnels de l'Internet des objets et des technologies RFID, NFC, QR code sans contact dans les entreprises autour de la traçabilité et de l'identité digitale des objets connectés qui vont apporter des services tout au long du cycle de vie de ces objets. ConnectWeb fédère un réseau d'un peu plus de 10 000 sociétés qui représentent 15 000 professionnels qualifiés dans l'Internet des objets, dans l'IoT. Nous avons une dynamique régionale puisque nous sommes basés en PACA, à Aix-en-Provence, et nous avons créé deux pôles, le pôle Auvergne-Rhône-Alpes, près de Saint-Étienne, et le pôle Île-de-France, il y a un petit peu moins de 2 ans, pour pouvoir nous rapprocher de nos adhérents et générer des opportunités autour d'ateliers, de salons, de conférences, d'événements pour pouvoir générer des rencontres et des affaires. Nous offrons une palette de services à nos adhérents et notamment qui sont regroupés sur 3 axes, des actions de communication avec des webinaires comme celui-ci qui sont 2 fois par mois, une newsletter mensuelle qui est proposée à ces plus de 10 000 suiveurs, hein, ces abonnés, avec de l'actualité, des annonces des adhérents et vraiment des annonces métiers. Nous avons également un site internet où nous proposons à nos adhérents de se mettre en avant avec des petites interviews vidéo ou bien des communiqués de presse et puis toute une partie actualité. Nous relayons toutes ces informations sur notre chaîne, sur notre page
LinkedIn et sur notre chaîne YouTube et sur X également, donc sur ces réseaux professionnels. Et nous proposons également des développements d'affaires avec des accès aux salons, aux événements, des prises de parole avec des tarifs préférentiels. Des réponses aux appels d'offres, nous accompagnons aussi sur de la veille concurrentielle et comme je vous le disais tout à l'heure, nous proposons des ateliers, des mises en relation physiques autour d'événements. Nous accompagnons les projets avec notre communauté d'avis d'experts sur des propositions plus commerciales, des nouveaux projets, des transformations digitales comme ce que nous allons voir tout à l'heure et nous accompagnons des plus petites structures comme des startups ou des PME sur leur stratégie de croissance. Nos prochains webinaires, alors donc il y en a eu toute une série là de mars à avril. Donc aujourd'hui, c'est un logiciel métier dans le secteur de l'industriel, comme je le disais, avec la place pour l'expérience utilisateur. Le 23 mai, notez bien, il y a l'aéronautique avec les technologies RFID, donc un petit peu plus réglementaire. Le sourcing et des réponses aux appels d'offres, donc ça sera le 12 juin, donc un accompagnement d'experts pour pouvoir gagner du temps sur la réponse aux appels d'offres des marchés publics. Le 26 juin, l'aspect cybersécurité avec des directives qui ont un impact sur la réglementation. Le 26 septembre, le secteur du nucléaire aussi, qui utilise des technologies pour de la traçabilité et pour sécuriser les opérateurs. Alors, ces webinaires, il va y en avoir d'autres, hein, nous les mettons à jour constamment. Je vous encourage à aller voir notre site Internet. Donc, je vais laisser la parole à Camille Autreux de l'agence Studio 4060 pour expliquer la transformation digitale de SREM Technologies, qui est le leader européen du contrôle non destructif, donc dans le secteur industriel, qui est représenté ici par Stéphane Gravelot. Camille, je vais arrêter mon partage et je vais te laisser la parole. Bienvenue Merci. Camille. Merci Sophie pour cette introduction. Alors, bonjour à tous. À moi de partager. Donc, je partage mon écran et c'est lancé. On voit bien mon écran, Sophie? Parfait. Super. Alors, écoutez, bienvenue, justement sur, ce webinaire, où on va traiter d'un sujet bien particulier, qui est justement l'expérience utilisateur et quelle est sa place et pourquoi sa place est si importante justement dans l'industrie et plus particulièrement dans les logiciels métiers. C'est là où on a des interfaces et beaucoup de création de nouvelles interfaces. Alors, on va voir plein de choses. Ces sommaires, c'est plutôt des thématiques qu'on va voir ensemble. Effectivement, on va voir, l'intérêt, de l'UX, dans l'industrie, qui est un point de vue très technique et donc comment est-ce qu'on va rapporter vraiment de l'humain. On va aussi aborder, très concrètement la concrétisation des projets industriels qui sont des projets particulièrement complexes. Et ensuite, on va conclure sur les pièges à éviter, dans la création ou dans la refonte de nouvelles interfaces et cetera parce que, il y a plein de choses existantes, mais il y a plein de choses à refaire aussi. Tout ça, en fait, on va le voir, à travers un cas très concret, justement, qui est le retour sur une collaboration, vraiment géniale qu'on a fait avec, la SRIEM et Atlas sur ce projet qui s'appelle NDT, qui est un projet sur le contrôle non destructif et justement, ça nous permettra d'avoir des retours très concrets sur comment est-ce qu'on a, attaqué toutes ces différentes problématiques à travers ce projet-là. Alors pour ça, je serai accompagné de justement, Stéphane qui, se présentera, Bonjour. après la présentation de 40-60. Justement, il se présentera pour bien expliquer qu'est-ce que c'est que le contrôle non destructif et on pourra vraiment après rentrer dans le projet. Alors, avant ça, ce que je disais, je voulais faire une petite introduction sur 40-60, qui on est, pour que vous puissiez bien comprendre, aussi, quelles sont les différentes méthodes, qu'on utilise, qu'on applique de manière générale et pourquoi est-ce que nous, on a la capacité de justement pouvoir travailler sur ce logiciel métier. Alors très rapidement, 40-60, on est une agence qui est vraiment spécialisée dans la conception de ces logiciels. Nous, on fait des logiciels qui sont sur mesure. On ne prend pas des choses qui sont déjà faites. Au contraire, on va vraiment faire du sur mesure parce que les problématiques sont justement parfois très particulières à chaque domaine. Et si on veut vraiment pouvoir aller chercher et être leader sur son marché, il y a des choses qu'on va devoir faire,
par nous-mêmes. Alors, nous, les différents enjeux qu'on va adresser au travers de nos clients, qui sont assez diversifiés, on va surtout être sur 4 grands enjeux. Le premier, c'est le déploiement d'un nouveau service et là, on va justement voir qu'est-ce qui va se passer avec le cas, SREM et Atlas. On est aussi sur la digitalisation de process. Alors c'est aussi le cas, hein, sur Atlas. C'est très souvent ces enjeux sont mélangés, mais on le retrouve, dans plein de secteurs très différents, comme avec Simplon dans l'éducation, par exemple. On va aussi beaucoup accompagner nos clients sur du gain de visibilité et en conversion. C'est beaucoup de choses qu'on va retrouver sur le web, mais on va aussi pouvoir le retrouver sur du logiciel métier. Typiquement avec EasyTech, qui avait pour objectif, de gagner plus d'appels d'offres avec un produit qui était plus désirable, aussi bien au niveau ergonomique qu'au niveau visuel. Et puis après aussi, on s'attaque à des problèmes de fond sur la performance, des projets, un peu plus, justement, en amont dans la stratégie et typiquement, on accompagne Eiffage dans, l'optimisation de ses process métiers, mais aussi dans, des explorations d'usage à travers l'IA avec des laboratoires d'innovation et cetera. Alors, revenons, justement, un peu plus, au cas concret. Nous, on va vraiment travailler sur des applications mobiles, des applications desktop et cetera. Donc c'est très diversifié, on peut toucher à plein de choses qui sont très différentes et notamment, on a travaillé avec plus de 200 entreprises, aussi bien, dans le BTP que dans l'éducation, que dans le média, que, dans l'intelligence artificielle et cetera et cetera. Alors, on a beaucoup parlé de 40-60. Maintenant, on va surtout parler justement, du projet, pour que ce soit plus concret pour vous, justement, les différentes applications et les différents enjeux qu'on peut avoir, dans les logiciels métiers. Alors, comme je disais, on va s'appuyer sur, un projet qu'on a travaillé depuis un bout de temps et qui justement arrive dans une phase d'aboutissement très intéressante et ça, je vais laisser justement, Stéphane se présenter et présenter qu'est-ce qu'est le contrôle non destructif. Donc, merci Camille. Donc, Stéphane Gravegauche, je suis directeur technique de l'entreprise SREM Technologies. Nous, on est concepteur et fabricant donc d'équipements et d'installations dans le domaine du contrôle non destructif, hein. Et on fait partie d'un groupe dédié au contrôle non destructif qui s'appelle Sofranel. Alors, pour situer un petit peu le métier du contrôle non destructif, parce que en tout cas, c'est une activité qui est peu connue du grand public, elle regroupe l'ensemble des méthodes qui vont permettre de détecter des défauts dans des pièces de sécurité. Et ça, sans les dégrader, en fait, hein. Donc, nous, notre expertise est très connue et reconnue pour des méthodes qui s'appellent le reçage, la magnétoscopie, mais aussi les ultrasons. Mais il existe beaucoup d'autres méthodes. Et on cherche à intégrer toutes les méthodes, hein, dans NDT Manager. Euh, on trouve ces activités en fait dans beaucoup de secteurs d'activité, le transport bien sûr, hein, l'oil and gas, le nucléaire, la défense aussi. Euh, donc voilà. Et c'est utilisé aussi bien au moment de la fabrication de pièces que de la maintenance de pièces. Les deux types d'applications sont très courantes. Donc voilà, on va parler maintenant de NDT Manager et le but de NDT Manager est effectivement d'assurer la traçabilité de ces données relatives au contrôle non destructif. Alors, ce qui est très intéressant, Stéphane, justement dans ce projet, c'est que, on vient aussi d'un monde, industriel qui était pas forcément très digitalisé et donc il y avait beaucoup de relevés qui se faisaient à la main, en usine, sur du papier qu'après on venait remettre en forme sur son ordinateur dans un poste de travail et donc ça, c'est quelque chose qui a pas mal été travaillé justement. Tout à fait, ouais. Pour nous, hein, le déclencheur du projet, quelque part, on se situe dans un contexte avec une nouvelle étape dans l'histoire de l'industrie qu'on appelle la quatrième révolution industrielle ou l'industrie 4.0, hein. On recherche à intégrer des nouvelles technologies de digitalisation de manière vraiment très importante actuellement. Donc, c'est une approche que nous, on voit de plus en plus dans les cahiers des charges de nos clients depuis déjà quelques années et à laquelle on se doit de répondre. Donc, c'est pour ça qu'en partenariat avec Atlas NDT, qui est une société, on va dire, avec une activité complémentaire à nous, puisque eux
font du service dans le domaine du contrôle non destructif, hein. Nous, on fait on fabrique les machines, alors que Atlas NDT utilise ces équipements pour faire les contrôles. Eh bien, on a lancé ce projet NDT Manager. Alors concrètement, NDT, moi j'aime bien l'imager, c'est vraiment une solution, qui a abouti, de 2 manières. Il y a une manière qui est, sur l'ordinateur, donc vraiment comme je disais, et il y a l'autre manière qui est aussi, en mobilité. Donc il y a vraiment cette interface, tablette, où justement dans l'usine, je vais venir relever de l'information. Alors, ce qui est très intéressant pour un peu imager, je ne sais pas si certains, connaissent, le contrôle non destructif, mais c'est, une industrie qui est hyper importante parce que, quand il y a un problème, dans une pièce industrielle et beh, il faut remonter justement, sur, à l'information, d'une pièce pour voir si, au moment où elle a été, installée dans une machine, ou un pont ou un avion et cetera, eh bien, elle était bien conforme et justement cette conformité, c'est ça qui est important. Pour faire en sorte que de définir si une pièce elle est bien conforme, il faut qu'elle passe toute une batterie de tests et donc en fait, il faut mettre des pièces dans des machines et ces machines, il faut s'assurer qu'elles soient bien conformes, qu'elles soient bien vérifiées et cetera et donc finalement, il y a beaucoup, d'interactions que je vais avoir, et beaucoup, d'historique que je vais devoir collecter. Donc c'était vraiment ça aussi, la création, de ce projet. Donc, Stéphane, tu nous parlais justement des déclencheurs, du projet. Il y a tous ces nouveaux enjeux qu'on retrouve, dans l'industrie et qui sont, justement, très importants et aussi pour vous, c'était aussi, une nouvelle opportunité, en fait, justement, c'est une nouvelle contrainte qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie. C'est aussi une nouvelle opportunité pour vous de sortir de la vente seulement de machines, comme vous disiez, parce que et de travailler aussi avec Atlas, mais aussi de pouvoir proposer, une nouvelle brique servicielle. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ce qui accompagne l'industrie 4.0, souvent, c'est l'enjeu, c'est aussi de proposer du service en plus des équipements. Et là, ben, comme déclencheur du projet, c'est effectivement un intérêt pour nous, hein, d'évoluer vers un métier, pourquoi pas uniquement un métier de vendeur d'installation, mais aussi un métier qui propose du service à nos clients, de l'accompagnement. Yes, effectivement. Donc, pour résumer, on arrive vraiment à l'industrie 4.0. On a les différents cahiers des charges qui évoluent, effectivement, les demandes clients et cette nouvelle capacité à pouvoir, à proposer de nouveaux services et ça permet aussi de collecter de la data qui est très important aujourd'hui, justement dans l'industrie 4.0. Et alors, justement, Stéphane, si on revient un peu en amont, sur le projet, hem, quand on a commencé notre collaboration ou même plutôt avant, pour vous, c'était quoi les difficultés pour amorcer un projet comme celui-ci? Alors, tout simplement, on n'est pas du métier de la création de code informatique ou d'interface utilisateur, hein. Nous, on a souvent euh, une approche qui est très, et je dirais, trop orientée technique. Voilà, on a trouvé ça comme une bonne opportunité de travailler avec une entreprise comme 4060 pour avoir une, euh, une orientation plus client et plus utilisation du logiciel avant de parler de la technique. Euh, Ça, c'est un des premiers objectifs. Ensuite, il y a aussi un besoin de séduire les nouvelles générations, hein, qui sont extrêmement familières avec toutes ces nouvelles technologies de l'information, la digitalisation, voilà, ils sont toujours euh, utiliser des nouvelles applications sur les smartphones. Même pour une industrie qui, comme nous, est relativement vieille, hein, on va dire, hein, puisque nous, notre entreprise a plus de 60 ans maintenant, voilà. C'est important de s'adresser aux nouvelles générations, aussi bien au niveau de nos clients, mais aussi au niveau d'éventuelles personnes qui voudraient intégrer notre structure pour des recrutements. Donc voilà. Et enfin, je dirais que ce projet, il est né au cœur de discussions entre les cadres dirigeants de notre entreprise, hein, et ceux d'Atlas NDT. Et ce qu'il a fallu faire, c'est convaincre notre PDG du groupe, de l'importance de cette démarche
euh, qu'on va bien cadrer les budgets, qu'on va bien cadrer les objectifs, parce que bah, voilà, le développement logiciel, on sait que ça peut vite partir un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, 40-60 a vraiment été rassurant sur ces aspects-là, avec la mise en place d'outils de suivi, en particulier orientés méthode agile. Yes, effectivement, c'était un moment qui était très important pour s'assurer de bien lancer le projet. Mm. Il y avait aussi, quelque chose qui est, bah, forcément inhérent à chaque projet, c'est aussi le budget et les financements. Et moi, ce que je enfin, nous, chez 40-60, on est agréé C2I, donc on a beaucoup de clients qui vont vraiment aussi utiliser, bah, ce crédit impôt innovation pour pouvoir financer qui permet de récupérer jusqu'à 30 quand même des investissements. Alors c'est particulier parce qu'on est vraiment sur des sujets d'innovation, mais sinon, il y a aussi beaucoup d'aides qui sont données par la BPI et ça justement, c'était quelque chose qui a vraiment permis aussi de déclencher le projet, NDT. Oui, 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 tout à fait. Alors, le C2I, c'est assez courant pour nous. On le pratique hein, depuis quelques années, voilà, pour des innovations qui sont autres que du logiciel dans le développement de nos équipements. Mais là, on a en plus fait effectivement appel à BPI France hein, pour une subvention pour voilà, avancer sur ce projet d'innovation important pour nous et effectivement aussi avec un budget relativement important. Donc, Mmh. on vous remercie de cette aide. Yes et effectivement, c'est vrai qu'il faut se donner les moyens. Quand on voit tous les objectifs qu'il y a plus haut, c'est hyper important de pouvoir se donner les moyens justement de, faire quelque chose qui soit à la hauteur. Surtout que dans l'industrie, bah, il y a cette notion très technique qui est très présente, oui, quoi qu'il arrive, il faut que ça marche, hein. On est vraiment dans le B2B et l'industrie. On n'est pas du tout dans le B2C où on peut lancer quelque chose et voir les retours utilisateurs et améliorer. Heu heu, peut-être que ça bug, mais c'est pas grave. Là, non, dans l'industrie, il ne faut pas qu'il y ait de bugs ou quoi que ce soit. Donc c'est très important. Donc il y a ce côté technique qui est très important, ça on le sait, mais aussi, c'est très bien de faire quelque chose qui fonctionne bien, mais si les gens n'arrivent pas à l'utiliser, et là, c'est compliqué. Surtout quand on voit tous les enjeux qu'on a plus haut, où c'est, très important d'être capable, bah, à la fois, écouter, le marché, comment il évolue, les différentes contraintes, mais aussi d'écouter les utilisateurs parce qu'eux aussi, ils évoluent et il y a besoin de s'adapter, justement pour déjà, pour leur proposer quelque chose qui est plus désirable. Donc, c'était apparu, vraiment comme une évidence quand on a commencé à travailler, avec la SRAM et NDT. Mais justement, de ton point de vue, Stéphane, pourquoi un service qui est aussi utilitaire et pragmatique et en usine et cetera, comme celui-ci avait besoin d'une conception design dès l'origine du projet? Qu'est-ce que, en tout cas, toi, tu as pu en retenir? Euh, ouais, c'est important pour nos clients hein, d'avoir un outil qui va être très simple à utiliser. C'est vrai que les outils métiers, euh, bon, beaucoup ils ont pratiqué et ils sont très orientés techniques. Donc, pas souvent très agréables à utiliser, pas forcément très ergonomiques. C'est pas c'était pas en tout cas identifié comme étant une priorité souvent sur ces outils au début. Voilà, je dirais maintenant les générations changent, la technique change et si on veut éviter les erreurs au moment de la saisie, c'est très important d'avoir un outil ergonomique. Yes, absolument. Donc là, il y a pas mal de choses qu'on a vues. Alors ce que vous pouvez voir là dans les images, c'est justement, le début du projet commence vraiment avec des ateliers. L'humain est au cœur. On a vraiment une approche terrain. C'est vraiment essentiel, dans l'expérience utilisateur. Ça, on reviendra sur les différentes méthodes qu'on a utilisées. Mais aussi, on met autour de la table des points de vue techniques. Donc nous, chez Calençon, on a des développeurs, hein, on a la partie design, mais aussi dev. Et c'est très important de pouvoir, dès le début du projet, dérisquer, en fait, cette innovation. Donc enlever tous les risques possibles à la conception et faire en sorte que oui, il y a une ergonomie, mais c'est une ergonomie qu'on est capable, de mettre en place. Et en plus de ça, en fait, quand on réfléchit bien et qu'on fait bien les choses, il y a un indicateur très rapide qui arrive, soit pour nous ou soit pour les clients à qui on le vend, qui est en fait la performance. On augmente la performance des gens, on augmente la performance, justement, des utilisateurs, des collaborateurs, dans l'industrie.
Alors, il y a aussi d'autres choses, qu'on peut voir dans l'intérêt de l'UX. C'est, alors très souvent, depuis trop longtemps, justement le secteur du B2B, a vraiment mis de côté, ce côté désirable parce que finalement on ne l qui le vend? On le vend, à un autre directeur qui lui va l'utiliser pour améliorer la performance de ses équipes. C'est pas lui l'utilisateur final. Donc lui, il ne voit que est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est performant? Et c'est pas l'utilisateur final, donc lui ne va pas avoir besoin de ressentir cette désirabilité et cetera. Or, aujourd'hui, ça devient vraiment un critère qui est hyper important dans l'adoption du produit. Si une entreprise prend, un logiciel, OK, peut-être qu'il coûte pas très cher et qui fonctionne très bien et cetera, mais en tout cas, s'il est très difficile à utiliser parce que l'ergonomie, elle est pas au rendez-vous et du coup, il faut que j'ai des formations pour le faire et que j'ai pas envie de l'utiliser parce qu'au quotidien, j'utilise d'autres logiciels qui sont bien plus faciles à utiliser et bien, effectivement, on a des vrais problèmes d'adoption et ça permet de pouvoir gagner vraiment pas mal de parts de marché aussi. Ce qui est intéressant aussi dans l'UX, comme je dis dans les ateliers, c'est quand ils remontent le plus en amont possible pour justement améliorer toutes ces performances dont on vient de parler. Donc l'idée, c'est que, avec une réflexion centrée utilisateur, on puisse lever tous les freins qu'on peut avoir sur un produit et avoir quelque chose qui est vraiment avec un socle beaucoup plus solide pour pouvoir, prendre des parts de marché beaucoup plus importantes, grâce à mon produit. Alors, pour revenir, sur justement un peu plus concret, la création de NDT Manager, donc ce logiciel, industriel à la fois sur desktop et sur tablette, nous, chez 4060 à l'origine, c'était vraiment un accompagnement, de 2 entreprises, comme disait, Stéphane, qui ont des objectifs différents, mais ils ont un objectif justement similaire en créant ce logiciel. Donc, on part d'une création. Donc forcément, c'est très complexe parce que c'est un besoin métier qui est très particulier. Nous, dans notre accompagnement, on va vraiment le diviser en 3 étapes et ça, c'est très important pour pas, en fait, foncer la tête baissée, avec, justement un point de vue et être sûr de son idée et finalement, il y a un fracas quand ça arrive sur le produit. Donc on prend un peu plus de temps, mais justement des étapes qui sont très importantes pour bien valider. Donc nous, on a 3 grandes offres chez 4060, Define, Launch et Boost, où on vient vraiment de s'inspirer de cette méthodologie de conception agile, et on est passé par toutes ces étapes, justement dans la conception de NDT Manager. Alors, il y avait 2 enjeux très forts, en fait, quand on regarde, ce schéma. 2 enjeux très forts qu'on peut retrouver, dans tous les projets qu'on fait. Le premier, ça va être, l'approche, terrain, justement qui est très importante. Être capable de récolter des informations du terrain. C'est de là où commence l'UX, parce que l'UX, OK, très bien, on fait de l'ergonomie, mais cette ergonomie, elle doit être basée, en fait, sur des apprentissages. Ces apprentissages, on les récolte depuis le terrain. Et le deuxième enjeu qui est très important, c'est l'itération. La capacité à pas juste faire un bloc. Pendant 1 an, je travaille sur un bloc et je le mets sur le marché et je regarde plus rien. Non, il faut vraiment, décortiquer, prioriser et de manière itérative en écoutant l'utilisateur. Donc ça, on va revenir un petit peu sur ces 2 notions. Donc l'approche terrain, la première, c'est vraiment un dialogue, qu'on a, avec, les différents collaborateurs, l'écosystème en fait qu'on peut avoir, autour d'un service. Donc on a fait aussi bien des interviews terrain qu'avec, les directeurs, justement, des 2 entreprises et l'idée, c'est de pouvoir embarquer tout le monde pour ensuite être capable de concevoir des interfaces qui ont du sens. Donc là, je vous saute plein d'étapes, mais il y a plein d'étapes qui permettent de vraiment prendre des décisions. Et puis après, il y a surtout une approche qui est très importante, c'est pouvoir tester. Donc là, on voit dans les photos en dessous, vraiment des tests. Alors, soit on recrée des conditions quand on fait des tests en prototype, ou soit on continue à suivre l'utilisateur quand on lui a délivré le produit en main. Et ensuite, on a l'autre approche qui est itérative. Alors ça, justement, c'est la roadmap du produit. Aujourd'hui, on est vraiment en phase de lancement et on a eu 2 phases. Une première phase qui était un lancement de MVP et ça, justement, Stéphane pourra revenir dessus. Et puis ensuite, on a construit par-dessus, certes des nouvelles fonctionnalités, mais on a aussi amélioré la proposition de valeur initiale, justement du produit. Donc Stéphane, est-ce que tu peux revenir justement, sur cette approche itérative qui, je me souviens, pour vous, c'était pas forcément quelque chose d'évident? Non, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure,
on a tendance à commencer par l'aspect technique et pas par l'aspect design. Donc là, vous nous avez proposé, et je pense que c'était une très bonne idée, hein, de changer cette approche et de commencer par un aspect purement design orienté utilisation et utilisateur. Donc c'est pour ça que, voilà, que les premières phases du projet ont consisté à créer le design. Ensuite, une nouvelle phase du projet a permis de définir les fonctions minimum qu'on voulait intégrer au produit pour pouvoir montrer quelque chose de fonctionnel. Donc, ça, on est passé par un pilote MVP, comme on peut voir sur ton slide là. Et ce pilote MVP, en fait, nous a servi à faire déjà auprès de nos clients une première présentation lors du salon Cofren de l'année dernière. Alors, la Cofren, c'est la Confédération française pour les essais non destructifs, hein. C'est, on va dire, l'association qui régit l'ensemble du métier du contrôle non destructif. Et donc, on a profité de ce salon qui s'y tient tous les 3 ans pour voilà, montrer comment allait fonctionner le produit à nos potentiels clients. L'approche a été, enfin, le retour, hein, de ces clients a été vraiment positif lors de ces présentations. Et donc, du coup, par une nouvelle itération, en fait, hein, on a décidé de poursuivre vers une version V1 qui intègre de nouvelles fonctionnalités. MVP se concentrait, on va dire, sur la gestion des certifications des opérateurs, la gestion des installations, des dates de validation des produits, enfin, des équipements et des outils, des dates de péremption des produits, parce qu'on utilise des produits avec des dates de péremption dans le contrôle non destructif. Voilà. Et la V1 est venue rajouter l'aspect contrôle des pièces, hein, qui a contrôlé quelle pièce, quand, sur quel équipement, et, et aussi des notions d'ergonomie avec l'ajout d'un tableau de bord, l'ajout de notifications, aussi bien au niveau de l'opérateur qu'au niveau du superviseur ou du manager de l'application. Donc voilà, on en est à cette phase-là actuellement. La V1 est terminée. On a commencé à faire des présentations à des clients et on en est vraiment dans le lancement commercial. Yes, effectivement. Et c'était des notions qui sont très importantes. Alors parce qu'on parle beaucoup, du UX et finalement, bah, l'approche, UX, elle va être, premièrement sur le terrain et puis après on va vraiment en fonction des enseignements, créer quelque chose qui soit cohérent et bon après il faut juste avoir effectivement les bonnes compétences pour pouvoir faire les bonnes conceptions d'interface et avoir les bons dialogues avec la tech. Mais il y a une notion qui est très importante aussi à prendre en compte dans l'UX qui parfois est un peu mis de côté, c'est cette synchronisation aussi avec la stratégie du produit et la stratégie de l'entreprise. Hem Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut réussir à onboarder tout le monde, à faire en sorte que tout le monde fasse partie de ces discussions. Heu parce que, il faut que l'utilisateur et ben il faut qu'il ait la bonne valeur, qui lui soit apportée. Si on fait quelque chose qui est plus simple, donc quand on va venir versionner le produit, comme on l'a fait, ici avec un premier MVP. Le MVP en plus, il a vraiment une notion qui est très importante, c'est qu'il doit permettre de nous f apprendre si on va dans la bonne direction et c'est pour ça qu'il s'appelle MVP, ça veut dire minimum viable product, le produit minimum viable, ils permettent de tester la proposition de valeur et de faire en sorte que si on a une petite erreur, on peut la rectifier très rapidement parce que c'est pas grave, on a fait le minimum. Donc en fait, on peut que construire dessus quelque chose de plus intéressant et justement, on l'a synchronisé avec, cette coffrène. Ensuite, on en a fait un pilote, on allait tester chez plusieurs clients et cetera. Des tests cette fois en usine, dans des conditions réelles. Peut-être avec pas toutes les fonctionnalités qu'on voulait, mais en tout cas, ils nous ont permis de bien valider qu'on allait dans la bonne direction et donc, bah, en fait, on est beaucoup plus confiant dans les choix qu'on fait dans la V1, aussi bien des choix techniques, des choix d'UX design que des choix stratégiques et financiers. On est capable de mettre l'argent au bon endroit et ça change tout aussi. Ça veut dire, encore une fois, je reviens sur la notion de se donner les moyens pour faire les choses. C'est très important. Et puis après, il y a un objectif qui est très clair, c'est pouvoir lancer sur le marché. Il faut que ça soit viable économiquement. Il faut que j'ai les bonnes fonctionnalités. Donc ça, c'est beaucoup de discussions aussi qu'on a eu justement avec la SREM et Atlas Mm. sur
quelle fonctionnalité on va choisir pour être sûr que, eh ben, si on met un prix de vente, les gens sont prêts à mettre, justement, à payer cet abonnement, heu, ou en tout cas, voilà, à acheter ce service parce que ça apporte suffisamment de valeur et ça, c'est très important de l'avoir et finalement, toutes les phases amont nous ont permis d'avancer ça de manière beaucoup plus sereine. Parce qu'il y a rien de pire que, au fait, avancer en tunnel, se couper du monde pendant 1 an et demi, parce que c'est des projets qui sont longs à faire et puis arriver sur le marché et au fait, ça correspond pas à ce que veulent les gens. Donc ça, c'est terrible. Oui, il y a eu Hem vraiment une vraie discussion, hein, effectivement, sur la pertinence de l'intégration de chaque fonction entre les équipes SREM, Atlas et 4060. Ouais. Alors, je mets ce schéma, qui est un schéma assez, général, hein, sur, la conception de produits, qui sont vraiment des méthodes que nous, on utilise et ça, en fait, c'est vraiment un schéma qui est très intéressant pour pouvoir, schématiser l'approche qu'on a eue. Une première approche qui était vraiment basée sur la problématique de l'utilisateur. Ensuite, une deuxième approche sur laquelle, on est en ce moment, qui est à l'approche qu'on appelle Lean Startup, hein, c'est les startups qui sont vraiment inspirées de ça et de plus en plus l'industrie s'inspire de ça et c'est très positif. Parce que ça permet déjà d'avoir des choses qui sont plus qualitatives, des choses qui sont plus tournées vers l'humain, mais en restant aussi bien technique, pour le coup et nous, en ce moment, on est justement dans cette phase où on est en train de mesurer et d'itérer pour voir qu'est-ce qu'on va venir prioriser dans les prochaines fonctionnalités. Après, il y a l'approche agile. Ça, c'est l'approche agile, c'est vraiment sur le long terme avec une équipe qui est à disposition, où on a vraiment des process où on écoute le client régulièrement et puis après on définit si toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, on lâche des nouvelles fonctionnalités sur le produit. Donc ça sera la suite du projet et ça se fait aussi en synchronisation avec le marketing et cetera, avec pas mal de choses parce qu'il y a des fonctionnalités qui permettent de faire ça. Alors, pour conclure, on a survolé pas mal de sujets, justement Stéphane, mais quels sont, justement les conseils que tu donnerais et aussi surtout les pièges à éviter justement quand, d'un point de vue, industriel, on doit, se lancer dans la conception, d'un nouveau service, et un service digital? Bah, comme tu l'as dit déjà un peu tout à l'heure, pas se lancer tête baissée, hein, clairement. Voilà, donc l'interaction avec vous a permis, enfin, vous avez vraiment cherché à comprendre notre métier et les attentes de nos clients. Et ça, bah, c'est un élément effectivement très important. Ça s'est passé par des séances d'entretien avec nos clients directement et aussi des séances après la création du MVP, hein, avec des séances d'observation dans l'utilisation du produit. Donc c'est vrai que notre métier, c'est un métier très spécifique, difficile à expliquer quelque part, au grand public en tout cas. C'est un métier qui est extrêmement conservateur, mais parce qu'il est très structuré finalement dans sa mise en œuvre, aussi bien d'un point de vue normatif que euh, d'un point de vue certification des opérateurs. Voilà, c'est, c'est effectivement un métier qui est en lien avec la sécurité, donc il y a des enjeux derrière, il y a de la rigueur à avoir, c'est extrêmement important. Donc, ce dialogue a permis effectivement de bien comprendre les enjeux de notre métier et d'offrir aux utilisateurs un, un UX, un design adapté à ces enjeux-là. Yes, merci Stéphane. Alors moi, je rajouterais d'autres choses dans la conclusion, surtout que j'ai un point de vue qui est un peu plus général parce que, comme vous avez vu, on a pu accompagner, voilà, pas mal d'industriels et souvent dans l'industrie, on retrouve un petit peu les mêmes erreurs et la première erreur que je dirais, c'est, encore une fois, cette gestion de la complexité où on a envie de tout mettre d'un coup et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on finit par faire des usines à gaz. Des usines à gaz et en plus, on va rajouter des blocs par-ci, des blocs par-là, parce qu'on a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver et en fait, on ne prend pas en compte le point de vue utilisateur de eh ben, moi, est-ce que ça va être facile, en tant qu'utilisateur, de comprendre que je vais devoir faire ce parcours pour atteindre tel objectif ou tel autre? Et parfois, ce que je vois souvent quand on reprend des projets qu'on voilà, ça fait 5, 6 ans,
En fait, on a juste ajouté des features sur des features, des fonctionnalités sur des fonctionnalités, eh bien, l'utilisateur ne comprend plus rien, en fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc ça, c'est très, très dommage parce que dans l'industrie, on a besoin de performance. Donc UX et performance, c'est vraiment des choses qui vont ensemble. Et ça, pour le coup, vous avez bien compris, on le dit depuis tout à l'heure, finalement, on insiste, tout se passe en amont. Après aussi, les projets, ils sont, très complexes et ils évoluent très rarement. L'évolution, je ne sais pas si vous avez vu aussi autour de vous, mais c'est des projets, on a l'impression que c'est vieux, que, qu'on n'a pas évolué depuis, une dizaine d'années et cetera. Surtout quand on compare avec d'autres marchés, notamment le marché américain, où le design est beaucoup plus mature. Eh bien, et ça fait écho avec ce que disait Stéphane sur, les nouvelles générations. Bah, c'est pas attirant quand on voit des choses, qui, ont pas l'air simples à utiliser, donc on a cette l'humain est plutôt, justement sensible à ça et on y va en plutôt en rebutant justement cette expérience. Alors que, bah, finalement derrière ça peut être très bien fait, mais c'est juste que, ça donne pas envie d'y aller. Donc c'est important aussi que l'industrie puisse, être, désirable et prenne vraiment en considération l'utilisateur. En fait, à la fin, on design pour qui? Pourquoi on fait les choses? C'est pour l'humain. Oui, il y a plein de choses qu'on va automatiser dans l'industrie et justement ça, c'est pas du coup, c'est d'autres choses. Mais si on fait quelque chose qui est fait pour un utilisateur et quelqu'un, qui a des usages très précis, il faut justement se mettre à sa place et penser pour l'humain. C'est très important. Et donc cette désirabilité, elle est aussi très importante. Surtout, alors désirabilité, j'en parle souvent, on parle de design de manière très graphique. Là, on parle vraiment d'UX, hein, d'ergonomie et cetera. Mais, il faut le l'expérience utilisateur rentre dans cette désirabilité. Parce que si c'est quelque chose qui est facile à comprendre pour moi, ça va être plus désirable. Pas forcément besoin d'être très beau, mais en tout cas, j'ai besoin de le comprendre. Et parfois, il y a des indices qui vont me permettre vraiment de me donner ça. Donc, ce qui était vraiment intéressant dans ce projet, c'est, déjà on a passé un cap énorme, parce qu'on passe, d'usages qui prenaient vraiment beaucoup de temps à un usage qui est vraiment beaucoup plus performant, aussi bien en amont qu'en aval. Parce que comme on dit, il est dans le contrôle non destructif, s'il y a un avion qui se crache, on regarde dans la boîte noire, il faut regarder, comment, la pièce a été contrôlée et cetera. Et bah, aujourd'hui, c'est dans des dossiers qu'on doit regarder ça. Alors que ça, on peut tout l'automatiser et justement, on revalorise aussi, le métier des gens en faisant en sorte qu'ils puissent, s'impliquer au bon endroit par rapport à la valeur qu'ils peuvent apporter. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important quand on a une approche comme ça qui est centrée utilisateur. La deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal d'études, hein, qui ont été faites dernièrement, c'est que pour chaque euro investi dans le design, alors le design, de la recherche, de l'UX et du graphisme, de manière générale, on a 100 € de retour sur investissement. Et ça, c'est expliqué par 4 grands facteurs, notamment, en fait, c'est beaucoup plus facile d'acquérir de nouveaux clients parce que mon produit est plus désirable. Donc les choses belles se vendent bien, c'est une phrase assez connue. Et ben, en fait, si aussi c'est bien pensé, parce que c'est ça, le design, et bah, forcément, il y aura moins de choses qui vont se dégrader dans le temps. Donc le support est moins important. Il y a moins de choses à corriger au fur et à mesure. Si mon produit, il est bien adopté et il y a une bonne rétention utilisateur, et bah, je garde mes clients plus longtemps. Et donc ça aussi, bah, c'est super comme retour sur investissement. Et forcément, et ben, si j'ai un produit qui, forcément est plus qualitatif, eh bien, je vais me positionner plus premium et donc forcément, et ben, l'idée, c'est d'être leader sur son marché. Donc soyons leaders et prenons des parts de marché. Et pour faire ça, il faut faire les choses bien avec le design et un bon développement et avec l'intelligence collective de travailler tous ensemble. Donc voilà, finalement, la conclusion, sur, sur ce webinaire qui était, l'importance de l'UX. On le retrouve finalement aussi bien, au niveau, du métier, que du business. Donc merci Oui, beaucoup je te pour votre rejoins tout à fait, Camille, sur l'aspect d'apporter plus d'humain et de dialogue dans toute cette technique. En tout cas, dans notre métier relativement conservateur, ça permet de faire avancer, évoluer les frontières de notre métier. Et pour nous, ça a aussi été un enseignement intéressant, voilà, pour faire évoluer notre manière de voir les choses et voilà, présenter à nos équipes de conception informatique, puisqu'on en a aussi en interne, hein, une approche assez différente de celle qu'on a d'habitude. yes. Voilà pour Merci. nous. Sophie, je te laisse la parole Bah, pour conclure.
Très bien, je te remercie Camille, merci beaucoup Stéphane, ça a été très clair et on a pu voir ces deux milieux se rejoindre, donc un milieu très technique, très industriel qui était en demande pour pouvoir fluidifier, rendre plus simple et plus compréhensible aux opérateurs qui étaient là pour faire ce contrôle qualité, ce CND, ce contrôle non destructif avec un accompagnement centré utilisateur, donc sur le terrain avec cette méthodologie itérative. Donc c'était très clair. Je vous invite à revoir ce webinaire et à poser vos questions dès à présent, donc dans la petite bulle de chat. Pour ceux qui nous ont rejoints, et je vais peut-être commencer par une question pour amorcer. Euh, donc, cette question, comment avez-vous sélectionné ces différents cas d'usage, on a bien vu, il y a beaucoup d'applications, il y a l'aéronautique, il y a les transports, peut-être même la santé, donc des usages différents, des contextes d'usage différents avec des opérations différentes. Et donc là, vous avez conçu un outil qui peut s'adresser à ces différents canaux. Et comment avez-vous procédé pour configurer? Est-ce que vous avez fait des templates pour chaque verticale, chaque secteur, ou bien c'est quelque chose de très général et puis l'opérateur va cocher des cases et orienter en fonction de son application? Voilà, c'est une question sur, voilà, quand il est sur le terrain avec sa tablette et son outil, sur une pièce, je prends l'exemple de l'aéronautique, une pièce moteur. Comment va-t-il procéder? Alors, effectivement, il y a plein de cas d'usage et d'application. Bon, juste pour rebondir quand même, le contrôle non destructif ne traite pas de la santé. Oui, Euh, d'accord, il n'y a pas de pièce de la santé. Donc, non, pardon, c'est même erreur. si il y a beaucoup de similitudes entre des méthodes utilisées dans le domaine du contrôle non destructif et des méthodes utilisées dans le domaine de l'échographie médicale, dans les ultrasons et la radio. On fait aussi de la radio dans le contrôle non destructif, mais ce n'est pas le cas. Enfin, le contrôle non destructif ne traite pas de la santé. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que tous ces domaines d'application qui sont concernés, toutes ces phases de fabrication qui sont différentes, on a parlé de la maintenance, on a parlé de la fabrication de pièces initiales. Bien, nous, on a présenté à 4060 des clients qui correspondent à ces diverses applications et voilà, par une écoute, ça a permis de prendre en compte la multiplicité des cas d'usage. Voilà. Peut-être que tu peux en citer, Camille, différents qui ont été pris en compte au niveau du logiciel? Ouais, effectivement. Alors, c'est une très bonne question, Sophie, parce que les cas d'usage, c'est vraiment une méthode de travail, qui, pour nous, nous permet de venir mettre de la cohérence sur comment doit fonctionner un produit et s'adapter justement à différentes industries. Alors, il y en a plein et on va juste en survoler certaines, mais notamment une qu'on revoit beaucoup dans l'industrie, ça va être, en fait, il y a beaucoup de conformité qui va faire évoluer, aujourd'hui, des process et notamment, bah, il y avait des conformités qu'on devait avoir comme la conformité NADCAP, par exemple, qui était très importante et donc ça permet de justement, ce cas d'usage, de venir conditionner certains usages. Mais cette conformité, tout le monde ne l'a pas. Donc ça aussi, c'est effectivement des configurations qu'on devra avoir, par client. Il y avait un autre cas d'usage aussi très intéressant, alors là, on est vraiment dans l'usage pur et dur, que certains secteurs vont avoir, d'autres non. Mais, l'usine, c'est un lieu, qui est très particulier, grand, qui a parfois du Wi-Fi, parfois non. Et justement, si on vient mettre des logiciels métiers, des logiciels connectés à internet et cetera, eh bien, c'est des enjeux. Donc, on doit forcément traiter le hors connexion. Alors ça peut être en usine, mais ça peut être quand on doit contrôler une éolienne, par exemple. C'est un enjeu aussi. Donc, le mode hors connexion, c'est quelque chose aussi qui devait s'adapter et notamment, ça peut rentrer dans le business model, certains qui peuvent l'avoir, d'autres non, et cetera. Donc ça, c'est aussi des discussions qui peuvent rentrer dans la stratégie du projet, le fait d'adresser certains, cas d'usage, ou pas. Heu
Mais de toute façon, de manière générale, dans le contrôle non destructif, on va vraiment être sur, de la vérification et du contrôle. Donc en fait, on a vraiment un socle commun qui permet à adresser à tout le monde et puis après, il y a des spécificités qui viennent, en fonction de certains secteurs. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette précision. Alors oui, la santé, pour moi, c'était aussi des instruments, hein. Par exemple, dans des blocs opératoires, il y a des pièces métalliques qui doivent être contrôlées avant d'être mis aux mains des grands chirurgiens. Et je pensais que ça faisait partie aussi d'un contrôle très, très pointu. Mais exit D'accord. ces pièces-là, hein, j'ai bien Ça, c'est le compris. cas, effectivement, hein. On a vu passer des prothèses de Ah hanche oui, d'accord. Bon, sur voilà, nos équipements. très bien. Après, j'avais une question plus d'ordre industrie 4.0, hein, puisque on commence à voir apparaître beaucoup de capteurs pour pouvoir contrôler des chaînes de production de façon très fine, avec de plus en plus de prédictifs pour la durabilité des pièces, voilà, optimiser la production. Est-ce que dans votre outil, vous avez intégré à l'origine comme ça de ce développement, de cette conception, les outils d'intelligence artificielle pour pouvoir proposer des choses un peu plus fines et peut-être un peu plus prédictives, hein, sur certaines pièces? Alors, à l'heure actuelle, hein, le projet NDT Manager, il se concentre sur l'aspect collecte des données du contrôle non destructif, hein, clairement. Donc voilà, et bah, on va dire une étape après, même si c'est en partie intégré, parce qu'on peut synthétiser ces informations et filtrer. Voilà, il y a plein de notions comme ça qui sont intégrées au logiciel. Euh, Par contre, on n'a pas eu encore une démarche d'analyse poussée de ces données, même si clairement, on va dire, c'est dans la roadmap pour le futur. Oui, Euh, pour nous, au niveau R&D, l'intelligence artificielle est un sujet vraiment d'actualité actuellement. Et, et donc, analyser ces données plus tard, ou en tout cas donner des possibilités à nos clients, puisque ces données, elles ne nous appartiennent pas, donner la possibilité à nos clients d'analyser. Voilà, c'est une étape future pour ce projet. merci Stéphane. Alors, je signale à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent utiliser le petit outil de chat pour poser leurs questions. Euh, je poursuis, hein, mais n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Une dernière question peut-être. Est-ce que vous avez mis en place des indicateurs de performance pour pouvoir améliorer votre outil? Ça, on a vu que vous faisiez des sessions itératives, des retours terrain pour pouvoir améliorer. Mais est-ce que vous avez un jeu de critères qui vous permet d'orienter ces améliorations? Comment vous les priorisez? Voilà, c'était une question peut-être plus adressée à Camille dans cette méthodologie de conception centrée utilisateur. Yes. Ça, pour le coup, c'est vraiment plutôt l'accompagnement stratégique de lancement de produit, vu qu'on ne s'arrête pas que à la conception, on a vraiment cette partie stratégie. Elle se nourrit de 2 choses et parce qu'en fait, ça fait écho justement d'avoir des indicateurs, ça fait écho justement à la performance, à la prise en main et cetera. Ça fait aussi écho aux suites du projet. Mm. Et notamment à avoir une roadmap. J'avais envie de rebondir justement sur l'IA qui peut s'intégrer dans une roadmap et c'est très important d'avoir une roadmap produit. Aujourd'hui, concrètement, nous, les indicateurs, on peut en avoir plein. Il y a des indicateurs qu'on a de manière générique. Il y en a deux qui sont très importants. Et en fait, c'est plutôt des thématiques d'indicateurs et après, il faut les trouver par secteur, de manière particulière. On a la première qui est sur l'adoption. Vu que c'est un nouveau produit, on ne sait pas comment les gens Mm. réagissent. On a eu déjà des premiers retours qualitatifs parce qu'on a vraiment fait des tests avec des gens, on s'est déplacé en usine, et cetera. On a des retours écrits, et cetera. Donc ça, c'est vraiment l'adoption. Ça va être le premier challenge, pour valider que, bah, cette première version du produit, elle a toute sa valeur et en fait, on peut, justement continuer à la vendre et cette adoption, en fait, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des bons retours pour continuer à vendre le produit. La deuxième indicateur, ça va être sur la rétention. À quel point les gens, justement, après cette facilité de prise en main, reviennent sur le produit, font les bons parcours
continue à explorer, et cetera. Donc, ça, c'est des indicateurs après qu'on va venir travailler, de manière, vraiment plutôt unitaire, sur à des moments précis, du projet. Et oui, on va mesurer cette adoption et mesurer justement cette rétention. Et on est dans cette phase en ce moment, vu qu'on est en phase de lancement, sur le produit, c'est des choses, qui sont faites conjointement justement, avec la SREM. Très bien. Merci beaucoup, Camille. Il est 11h56, nous approchons de la fin. Je laisse les participants poser leurs questions s'ils en ont encore. Euh, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le regarder sur notre chaîne YouTube et également posté sur notre site internet ConnectWeb. Je vais vous laisser parce qu'il est bientôt midi et n'hésitez pas, on peut aussi répondre à vos questions hors ligne, hein, donc vous nous les adressez. Toutes les coordonnées sont dans le webinaire et puis postées sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre avec Stéphane et Camille. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et Merci. à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci à tous. Merci Sophie. Au revoir.